Donc, on m'a demandé, en plus de mon rôle de maître de cérémonie, de parler un peu de mon propre parcours qui a je crois, des liens avec ce qu'on a entendu, tout en étant un peu différent. Je dirige aujourd'hui un institut qui est l'institut où vous êtes actuellement. C'est l'Institut for Health and Social Policy en anglais. Et je suis également professeur à la faculté de droit, ici à l'Université McGill. Ma formation est complètement différente. J'ai un doctorat en philosophie. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment, avec un doctorat en philosophie, est-ce qu'on devient professeur en droit? Je rappelle à mes collègues qui m'ont recruté d'ailleurs à la faculté de droit. Je n'ai pas été chercher un poste. Il ne me serait jamais venu à l'idée de postuler pour un poste dans une faculté de droit, pour la bonne et simple raison que je ne dispose pas de ce qui est normalement vu comme étant un élément essentiel pour un tel poste, à savoir un diplôme en droit. Ils sont venus me chercher pour me dire qu'ils me voyaient occuper des fonctions intéressantes. Et quand je suis arrivé à McGill, je suis devenu directeur de cet institut dans lequel se retrouvent dans ce magnifique bâtiment des juristes, des philosophes, des historiens, des épidémiologues, psychiatres, géographes, etc., etc. Donc, la question que vous pourriez vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour partir d'un doctorat en philosophie puis se retrouver dans une position comme celle-là. Et je rebondirai un peu sur quelque chose qui me semble être un thème récurrent dans les biographies qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire de dire oui plus souvent qu'autrement. Hein, et de dire oui même quand on a l'impression que si on était vraiment prudent, on dirait plutôt non. Et que jusqu'à un certain point, la prudence disciplinaire est quelque chose, disons qu'il faut, je crois que l'université nous pousse vers une certaine prudence disciplinaire. On travaille à l'intérieur d'une discipline et puis on n'en déroge pas trop. Mais je pense qu'il y a des raisons aussi bien humaines qu'intellectuelles pour en déroger. Alors, je vais être très bref parce que je sais que je suis le sixième, là, donc comme vous devez commencer à vous tanner. Donc, j'ai eu un parcours qui aurait pu être un parcours académique absolument typique. J'ai fait un bac et une maîtrise ici à McGill. Sans avoir vraiment l'intention de devenir prof, je passais le plus clair de mon temps dans le sous-sol de ce qu'on appelle aujourd'hui le Shatner Building, où logeait à l'époque le McGill Daily, Radio McGill, et la campagne pour le désinvestissement de l'Afrique du Sud. Ça vous donne une idée de l'âge que j'ai. C'était le grand mouvement militant dans lequel on était impliqué à l'époque, qui était de désinvestir McGill de ses avoirs avec des institutions, notamment bancaires, qui faisaient affaire avec l'Afrique du Sud. Et j'allais de temps en temps à mes cours, jamais j'aurais eu l'idée de continuer au-delà de la maîtrise. C'est vraiment des histoires humaines trop humaines, aurait dit Nietzsche, qui ont fait que j'ai suivi quelqu'un qui avait vraiment envie de faire un doctorat vers une université anglaise, l'université d'Oxford, pour faire un doctorat. Elle a décidé d'abandonner ses études très rapidement, mais j'étais là. Fait que tant qu'à faire, je me suis dit, finissons le doctorat. Et j'ai très rapidement eu un poste à l'Université de Montréal. Et ça s'est passé de la manière suivante. Vraiment, des fois, je me dis que je suis la personne la plus chanceuse du monde. J'avais rencontré un jour dans une file au Festival des films de Montréal. Alors, le Festival des films de Montréal, qui est aujourd'hui quelque chose d'assez négligeable, pour ne pas dire quasi inexistant, était, à mon époque, encore une fois, c'est vous dire à quel âge que j'ai, un phénomène culturel important à Montréal. Et il y avait des files, des gens qui attendaient, qui faisaient la file pour entrer dans des films. Et je me suis retrouvé à côté d'un jeune homme qui venait d'obtenir un poste en philo à l'Université de Montréal, qui s'appelle Michel Seymour. On a discuté, on est devenus copains. C'était à l'époque avant Internet, avant le courrier électronique. Je suis parti faire mon doctorat. Donc, il n'avait pas encore son poste à l'Université de Montréal. Pendant le temps que je faisais mon doctorat, il a obtenu un poste à l'Université de Montréal. Un jour, mon téléphone sonne. Il y avait des téléphones fixes branché dans le mur. Et il faut expliquer des fois pour les jeunes. C'était Michel Seymour qui avait trouvé mon numéro de téléphone et qui m'avait dit, Daniel, il y a un poste qui va s'ouvrir à l'Université de Montréal, tu devrais appliquer dessus. J'ai appliqué dessus, j'ai obtenu le poste. Donc, avant même de finir mon doctorat, j'avais déjà la certitude que j'allais avoir un poste dans ma ville natale, où je voulais retourner. Et j'ai commencé ma carrière de prof de philo en 1993. Deux choses ont été très importantes pour déterminer mon parcours. Premièrement, très rapidement, 2-3 ans, peut-être 1 an ou 2 après être arrivé, on m'a demandé d'initier un cours qui avait été commandé par la faculté de médecine.
un cours de bioéthique qui sera obligatoire à la première année pour les étudiants de médecine de l'Université de Montréal, donc 200 étudiants, 250 étudiants à peu près, j'oublie le nombre. Je n'avais jamais fait de bioéthique. Ma thèse de doctorat était sur un sujet... moi, j'ai fini une thèse qui n'a intéressé que 3 personnes. Peut-être même moins parce qu'à Oxford, les comités n'étaient composés que de 2 personnes. Donc, elle a intéressé ces 2 personnes qui ont... Oui, oui, donc 3. Ma mère était... Donc, c'était absolument pas une thèse de bioéthique. Je n'étais pas dans une position pour dire non. Le plus jeune, là, qui n'a pas encore la permanence, quand on lui dit que tu vas aller faire le cours de bioéthique, ben, tu vas faire le cours de bioéthique. Et ça a été un gros succès. J'ai découvert à la fois que j'étais bon pédagogue devant des grands groupes que je n'avais pas eu jusque-là, et que j'aimais bien enseigner à des non-philosophes. C'est-à-dire que des non-philosophes, médecins, maintenant j'enseigne à des avocats, sont des gens qui ne sont pas gagnés d'avance aux abstractions de la philo. Il faut les convaincre que réfléchir de manière un peu abstraite, ça peut avoir un impact sur... leurs problématiques. Et de fil en aiguille, c'est un cours que j'ai donné à peu près 14 ou 15 fois sur les 19 ans que j'ai été à l'Université de Montréal. C'est devenu une sorte d'institution qui a fait des petits, qui a engendré des demandes pour des cours analogues jusqu'en optométrie et en sciences dentaires, en passant par les sciences infirmières. Je ne sais pas si vous avez fait votre cours à l'Université de Montréal, vous avez manqué quelque chose. Mais sûrement que vous êtes trop jeune pour m'avoir eu comme prof. Alors, la première chose, c'était, disons, de découvrir qu'il y avait des défis pédagogiques intéressants, mais également une rigueur intellectuelle à réfléchir philosophiquement sur des enjeux, disons, concrets. La deuxième chose qui a été déterminante, ça a été que vers 1999, l'Université de Montréal m'a demandé de fonder un centre de recherche en éthique, qui est devenu le centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, le CREOM, qui s'appelle aujourd'hui le CRE, Centre de recherche en éthique, point, puisque c'est un centre de recherche en éthique interuniversitaire, qui est maintenant dirigé par mon ancienne collègue Christine Tapolet. L'idée, c'était de créer vraiment un centre de recherche qui regrouperait, disons, des gens vraiment de disciplines très différentes, qui ont des intérêts pour l'application d'idées philosophiques pour leur domaine et pour les politiques publiques. Le centre, c'est de la petite histoire. Je pense que c'est peu connu, donc on va avoir un scoop. Le CREOM, qui est devenu, je crois, une institution, les gens connaissent le CREOM, ne devait pas s'appeler le CREOM. J'avais comme idée... de centre de recherche en éthique sur les politiques publiques, centre de recherche, il y avait plusieurs choses et personne ne réussissait à se mettre d'accord. Il y avait 7 doyens auxquels je devais répondre, donc art, médecine, droit, vous pouvez imaginer le... Et personne n'a réussi à se mettre d'accord sur tout sauf éthique. Alors on s'est dit à un moment donné, ben, tant qu'à ne pas pouvoir être d'accord sur ce qui viendra après éthique, on l'appellera tout simplement le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, le CREOM, et c'est ainsi que le CREOM est né. Et j'ai passé 10 ans à être le directeur du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, donc entre 2001, 2002 et 2011. Et j'ai quitté l'Université de Montréal en 2012. Et ça a été une très belle aventure, une aventure qui a vraiment été pour moi un changement de parcours parce que, essentiellement, j'ai passé 10 ans à apprendre des choses que jamais je ne pensais apprendre sur des questions sur lesquelles, dont je ne connaissais vraiment même pas l'existence, jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe me dise « Daniel, on devrait organiser un colloque sur telle chose. » Et encore une fois, la réponse est « Oui, bien sûr, nous devons organiser un colloque sur telle chose à propos de laquelle j'ignorais l'existence jusqu'à ce que la personne vienne me dire qu'il fallait organiser un colloque sur telle chose. » Donc, ça a été un centre qui a développé une certaine importance à l'Université de Montréal, qui a eu une expansion intéressante et qui m'a convaincu que, premièrement, un philosophe pouvait et avait des atouts qui lui permettaient, disons, d'être un peu un touche-à-tout dans des domaines différents et que j'étais, disons, que j'avais deux qualités que je ne m'ignorais avant de développer ce rôle. Premièrement, c'était de pouvoir enseigner devant des grands groupes, chose que je ne savais pas. Mais l'autre chose, c'était que je me suis découvert un certain talent pour organiser des équipes de recherche, pour flairer des opportunités. Ben, tiens, toi, qui travailles sur ces questions en sciences infirmières, tu devrais parler à telle autre personne, puis pourquoi ne pas faire une demande de subvention ensemble pour le projet. Donc, je me suis retrouvé au cœur de plein de projets de recherche intéressants qui unissaient des gens, disons, de disciplines différentes. L'autre chose que je devrais mentionner, qui a déjà été mentionnée, c'est qu'en 2003, on m'a approché pour devenir le premier directeur du Comité d'éthique de la santé publique. Encore une fois,
invitation à laquelle j'aurais dû, si j'avais été prudent, dire non, puisque quand France Filiatro et, comment s'appelait-elle? Linda Boutillier sont venus me voir au Créum pour me proposer le sujet, qui m'ont dit qu'il fallait que nous travaillions sur le premier plan national de surveillance socio-sanitaire, plan de surveillance socio-sanitaire, etc. Je hochais de la tête comme si je savais ce qu'était la surveillance socio-sanitaire et je me suis fait une note mentale d'aller vérifier tout de suite après la rencontre ce qu'était la surveillance socio-sanitaire pour que, ayant répondu oui, j'ai une idée un peu vague de ce dont il allait être question. Encore une fois, ça a été une opportunité d'apprentissage formidable. J'ai été le président du comité pendant 4 ans, de 2004 à 2008. J'ai quitté l'Université de Montréal simplement pour des raisons... Je me voyais mal, ayant eu mon poste à 28 ans, 29 ans, je me voyais mal occuper le même bureau pendant 40 ans. Quitter Montréal pour des raisons familiales était une impossibilité, pour des raisons également de... J'aime vivre à Montréal. Et donc, si j'allais faire un changement et si j'allais rester dans l'université, ça allait être en changeant d'université. Donc, j'ai accepté l'invitation qui m'est venue de la faculté de droit pour occuper un poste et pour accomplir une fonction que je n'ai jamais accomplie. Il y avait à la faculté de droit un centre qui s'appelait le Center for Medicine, Ethics and Law, qui était dirigé par une collègue maintenant à la retraite qui s'appelle Margaret Somerville, que certains d'entre vous connaissez sans doute, de par ses interventions publiques, qui était, il faut bien le dire, à l'époque, un peu le centre, non pas Margaret, un peu moribond. L'idée de mon doyen, à l'époque, Daniel Jutras, était de reboot, de relancer un peu le centre en lui donnant peut-être un nouveau nom et certainement un nouveau directeur pour lui donner un nouvel élan. Il fallait aller voir la faculté de médecine, puisque la faculté de médecine était un participant sine qua non pour cette activité. Donc, nous sommes allés voir le doyen de médecine, qui est encore le doyen actuel, David Eidelman. Nous lui avons dit, relançons le Centre Center for Medicine, Ethics and Law. Il a répondu, excellente idée, je ne suis pas intéressé, parce que il y a en haut sur la montagne un institut dont la directrice qui était venue pour fonder cet institut vient de nous quitter et je ne sais pas trop quoi faire de cet institut. Si vous êtes intéressé, en me parlant, à poser votre candidature pour la direction de l'Institut, bienvenue à le faire. Il y a un concours qu'on va lancer bientôt, mais je ne veux pas mettre mes œufs dans plusieurs paniers. Pour moi, mon investissement, et après tout, un Institute for Health and Social Policy, puis un Center for Medicine, Ethics and Law, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Pas du tout. Encore une fois, la prudence aurait dû dicter que je réponde non à l'invitation de diriger un institut où il y avait des épidémiologues et des choses de cet ordre-là. Mais n'écoutant pas l'appel de la prudence, j'ai posé ma candidature et je suis devenu directeur de l'Institut, poste que j'occupe depuis maintenant 5 ans. J'arrive au terme de mon premier mandat et là je suis en réflexion sur la question de savoir si je vais en prendre un deuxième. Je vais faire durer le suspense. C'est un institut formidable qui, jusqu'à un certain point, disons, est similaire au CREAM, au Centre de recherche en éthique, tout en étant complètement différent, puisque le centre de gravité de ses préoccupations est un peu différent. Disons, la dimension empirique est beaucoup plus forte qu'elle l'était au Créum, et je continue à apprendre énormément de choses. La morale de l'histoire, pour moi, de mon histoire, faut dire oui, plus souvent de dire non. Il faut dire oui, pas seulement quand on est certain de notre coup. Il faut prendre des risques. Rien n'est plus excitant, je dirais, sur le plan personnel, que de se mettre dans une position où on pourrait royalement se casser la figure. Et c'était d'ailleurs une des choses qui commençait à me... J'avais peur de m'ennuyer dans mon poste à l'Université de Montréal, qui était un poste que je pouvais faire les yeux fermés. Là, les cours que je donnais, je pouvais rentrer en classe les yeux fermés et savoir que j'allais avoir un bon succès parce que je l'avais déjà donné 15 fois. Arriver ici, devenir prof à la faculté de droit et diriger un institut de santé et de politique publique, j'aurais pu vraiment me casser la gueule. Et à l'âge que j'avais quand j'ai pris le poste, je ne vais pas vous faire mon histoire de crise de la fin quarantaine, mais c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais il y a une autre chose que je dirais qui est importante, pas sur le plan, disons, psychologique et personnel, mais sur le plan des disciplines. Les universités, depuis que je suis à l'université, donc ça fait maintenant 25 ans que je suis prof à l'université, se targuent d'être des lieux où on fait la promotion de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, de la multidisciplinarité, mais le réflexe disciplinaire revient très rapidement au galop de toutes sortes de manières.
pour des raisons parfois bureaucratiques. Je me rappelle d'une des premières expériences que j'ai eues à l'Université de Montréal dans une tentative pédagogique interdisciplinaire. J'avais donné un cours avec Ryo Chung, une de mes anciennes doctorantes devenue collègue, Slim Haddad, que certains d'entre vous connaissez peut-être, qui est prof de santé mondiale, et Mira Jouri, qui est également maintenant prof de santé mondiale. On allait monter un cours absolument formidable. On a monté un cours absolument formidable, mais on n'a eu que très peu d'étudiants. La résistance étant non pas à notre cours, mais la résistance venant des départements qui ne faisaient pas la promotion de notre cours auprès de leurs étudiants parce que, après tout, à qui iraient les crédits étudiants des étudiants qui viendraient dans nos cours et dans une structure bureaucratique dans laquelle les fonds viennent au département en fonction des étudiants qu'ils ont. Notre cours était non pas intellectuellement suspect, mais je dirais budgétairement suspect. Et donc, ce genre de considération qui reconduit les frontières disciplinaires sont omniprésentes, je dirais, dans l'université. Les disciplines, pour moi, bon, la sociologie, l'épidémiologie, la philosophie, sont à la fois des choses importantes et des obstacles. Ce sont des choses importantes parce que je pense que, par exemple, au bac, d'apprendre un savoir qui a été structuré d'une manière étroite, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est comme faire ses gammes quand on apprend le piano. Hein? On ne commence pas tout de suite à faire de l'impro quand on apprend le piano. Il faut apprendre à faire ses gammes, il faut apprendre à faire les trucs un peu... peut-être pas dire que la philo est plate, mais des trucs un peu là pour roder un peu son esprit. Mais je dirais qu'il vient un moment, surtout si on s'intéresse à des problèmes qui sont comme ceux qui nous intéressent, où les disciplines ne peuvent nécessairement avoir qu'une pièce d'un puzzle le plus complet et où il faut, je crois, plus rapidement qu'on ne le fait, commencer à travailler dans des équipes où ces pièces de puzzle sont rassemblées, sont mises ensemble dans un même endroit. Ici, nous formons, et bon, je forme personnellement, c'est quelque chose dont je suis très fier, beaucoup de postdocs, des gens qui ont été formés dans des disciplines et qui se sont donnés à l'Institut une sorte de formation interdisciplinaire qui leur a permis de briguer des postes par la suite de manière peut-être un peu plus compétitive, mais je pense qu'on devrait le faire davantage au niveau, je dirais, des étudiants après le bac, parce qu'encore une fois, le monde ne se divise pas en tranches disciplinaires et l'université, malgré ses bonnes intentions, a toutes sortes de manières, parfois même les instances subventionnaires, ont toutes sortes de manières de reconduire la prudence disciplinaire et c'est quelque chose dont je me suis toujours un peu moqué, donc dans ma propre carrière, étant devenu prof de droit et directeur d'un institut comme celui-ci. Et je vois mon rôle arriver à un âge où j'ai peut-être une influence sur le mouvement des choses dans l'institution, comme étant d'essayer de faire débloquer des blocages qui se trouvent encore à l'université, du fait de la prégnance des frontières disciplinaires. Alors voilà un peu mon histoire. Merci.